Mon nom est Margaret Ellis et j'ai 58 ans 2 mois avant Noël 2023. J'avais passé plus de 3 décennies à élever les enfants de l'homme que j'aimais. Dean, Rachel et Jason, mes 3 enfants parfaits. Ou bien j'ai cru. La nuit de Noël, notre longue table en bois glissait sous des lustres antiques, un arbre pétillant de 12 pieds, une côte de premier plan reposant au centre. Tout était parfait, le genre de scène de vacances que vous voyez dans les magazines brillants et les films sincères. Dean, mon aîné, a pris le siège où son père était assis, comme s'il possédait l'héritage par défaut. Rachel s'assit à sa droite, l'élégance avec un bord. Jason s'est assis à l'opposé, sa 3e femme à ses côtés, les doigts textuant même pendant le dîner. Mes petits-enfants jouaient à proximité, leur rire se mêlant au son des couverts et de la conversation. J'avais préparé le repas avec la même dévotion que pendant 30 ans, les mêmes recettes, le même soin. Mais cette année, quelque chose dans l'air était différent. Plus serré, plus froid, calculé. À mi-chemin du dessert, Dean s'est dégagé la gorge et s'est levé. Il avait la même voix dans la salle d'audience qu'il a apprise à l'école de droit, le genre qui exige de l'attention, que vous le souhaitiez ou non. J'aimerais faire une annonce. Tout le monde se sentait calme. Nous avons parlé, il a continué, regardant autour de la table comme un directeur de salle de conseil. Et nous avons décidé que vous, maman, ne faites plus partie de cette famille. Pas d'avertissement, pas d'émotion. Comme si 30 ans d'anniversaire, de devoirs, de visites tardives et d'amour inconditionnel pouvaient être dissous avec une seule phrase. Tout le monde a pleuré. Mais je ne pleurais pas. Je n'ai pas supplié. J'ai atteint mon embrayage vintage, sorti 3 enveloppes d'or scellées dans de la cire, et dit, dans ce cas, voici mon cadeau de séparation pour chacun de vous. Il ne savait pas que ces enveloppes allaient détruire tout ce qu'il pensait savoir. Et que j'avais passé la dernière année à préparer ce moment exact. Pour comprendre comment j'ai fini par distribuer des enveloppes d'or comme des armes à Noël, vous devez savoir ce qui est arrivé avant. Le genre d'amour qui vous aveugle. Le genre de confiance qui vous enferme. J'ai rencontré Robert Ellis à 23 ans. Il avait 15 ans de plus, il était tranchant comme un rasoir, et il était habillé comme le monde lui devait quelque chose. Un associé dans un cabinet d'avocats de Chicago. Il parlait avec autorité, confiance et charme. Le genre d'homme qui a fait asseoir les femmes plus droites juste en marchant dans une pièce. Pour lui, j'étais un souffle d'air frais. Jeune, idéaliste, dévoué, professeur d'école de Tolède qui croyait encore aux lettres manuscrites et aux repas faits à la maison. 6 mois après, il a proposé. J'ai emménagé dans sa maison de style géorgien à Providence, laissant derrière moi ma famille et ma petite ville. Il a promis un avenir plein de buts, de voyages et de famille. Sauf qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Ou plutôt, je ne pourrais pas. Il ne m'a jamais blâmé, mais le silence entre les visites des médecins était épais avec honte. Puis un soir sur le vin et le jazz, Robert a dit quelque chose qui changerait le cours de ma vie. Il y a une femme, une adolescente. Elle est enceinte et effrayée. Pas de nom, pas de papier, mais on peut l'aider et ramener le bébé à la maison. C'est ainsi que Dean est venu à nous. Rachel, Jason, tout ça en 6 ans. Il m'a raconté la même histoire à chaque fois que les jeunes filles en difficulté, aucune corde attachée. Il s'est occupé de tout par les canaux privés, insistant pour que nous n'ayons pas besoin de passer par les agences d'adoption ou les tribunaux. Il a dit que c'était plus propre de cette façon, plus sûr, que nous aidions, que c'était l'amour. Et je l'ai cru. J'étais trop occupée à être mère pour poser des questions. Je leur ai tout donné, mon temps, ma jeunesse, mon énergie, mon avenir. J'ai préparé des déjeuners d'école, leur ai appris à faire du vélo, je suis restée sous la fièvre, et j'ai frappé le plus fort à chaque récital, chaque diplôme. C'était mon monde. Robert était toujours plus éloigné, présent dans le corps, mais rarement dans l'esprit. Il payait les factures, achetait les voitures et apparaissait sur chaque photo de vacances, mais il n'était jamais celui que les enfants appelaient à 3 heures du matin. C'est moi qui suis venue. Et puis un matin de printemps, 5 ans après la mort de Robert, je nettoyais le grenier et j'ai trouvé un dossier en cuir scellé caché derrière une boîte d'ornements de Noël. À l'intérieur, les certificats de naissance, les vrais, et les lettres d'une femme nommée Diana Ellis, sa première épouse.
Elle était morte dans un accident de voiture il y a près de 30 ans. Dean, Rachel et Jason étaient ses enfants. Son sang, pas le mien, pas adopté, pas sauvé. Robert les avait pris et disparus après sa mort. On m'avait dit qu'ils étaient orphelins. En vérité, ils l'étaient toujours. C'était le jour où mon monde s'est brisé. Le jour où j'ai réalisé que j'avais élevé les enfants d'une autre femme sous une vérité fabriquée. Et le pire, ils n'ont jamais su. Après avoir découvert la vérité, j'ai passé des semaines en silence. Pas de rage, pas de chagrin, juste de silence. Je m'asseyais à la table du petit déjeuner en remuant mon café longtemps après qu'il ait pris froid, en regardant la lumière passer par les fenêtres de la cuisine comme si j'attendais quelque chose de logique. Mais ça ne l'a jamais fait. Je ne les ai pas affrontés. Je ne pouvais pas. Comment dire aux gens que vous avez élevés, aimés, sacrifiés que vous n'avez jamais été leur mère comme ils l'ont cru? Alors, je suis resté silencieux. Mais quelque chose a commencé à changer. C'était subtil au début, comme une porte laissant un peu un pot. Dean a commencé à gérer la confiance familiale après la mort de Robert. Je pensais que c'était un moyen pour lui de s'occuper de moi. En vérité, il réorganisait des biens sans mon consentement. On rationalise les choses. Raison fiscale. Rachel, toujours polie et prête, a commencé à pousser l'idée que je devrais emménager dans un condo senior. C'est plus sûr, maman. Cette vieille maison est trop grande pour toi. Quand j'ai résisté, elle a amené des agents chez nous sans me le dire. Et Jason, mon bébé, il est devenu le plus effronté de tous. Il passait tard la nuit demander de l'argent. D'abord pour sa start-up, puis pour son prêt hypothécaire, puis pour quelque chose d'urgent qu'il n'a jamais expliqué. Toujours en promettant de le rembourser. Un soir, je l'ai entendu au téléphone dans le couloir. Il pensait que je dormais. Elle a toujours de l'argent dans le compte d'épargne. J'ai juste besoin qu'elle signe ce foutu truc. Je t'appellerai après avoir compris. Je n'ai pas respiré. J'étais devenu un portefeuille, une stratégie, un pas sur l'échelle. Ce n'était plus mes enfants. Ils étaient adultes élevés sur le droit et demi-vérité que je ne savais même pas que je les nourrissais. Et pourtant l'ironie, ils m'ont toujours appelé maman. Mais seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Il y a eu un dernier moment qui m'a complètement brisé. Un brunch du dimanche, des scones chauds, des fleurs fraîches, Rachel sirotant du café comme si rien n'était mal. Elle m'a regardé et a dit, « Tu devrais arrêter de t'habiller comme quelqu'un qui n'a pas accepté son âge. Tu n'as plus 40 ans, maman. » Ce mot encore, mom, utilisé comme une étiquette de nom, pas un titre. Comme si elle était venue avec des attentes, comme si je leur devais ma peau, mes économies, mon silence. J'ai hurlé, souriant poliment. Mais dans mon esprit, quelque chose a cliqué. Cette nuit-là, j'ai ouvert un cahier vierge et j'ai écrit 3 noms en haut. Dean, Rachel, Jason. Sous chaque nom, j'ai écrit tout ce que j'avais fait pour eux. Et puis à la page opposée, j'ai commencé à énumérer tout ce qu'ils m'avaient fait. À la fin de la nuit, j'ai fermé le livre. Et je savais exactement ce que je devais faire. Je n'ai pas été élevé pour être cruel. Je n'ai pas été élevé pour être vengeur, mais j'ai été élevé pour savoir la différence entre être gentil et être utilisé. La nuit où j'ai fermé ce carnet, j'ai cessé d'être la femme qui attendait d'être aimée. Je suis devenue la femme qui prendrait sa dignité avec sa pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à exploiter pour eux. Le plan n'était pas flashy. Ce n'était pas dramatique. C'était précis, chirurgical. J'ai commencé par appeler un avocat immobilier, qui ne connaissait pas Dean, qui n'avait pas de golf avec ses associés, qui ne devait de faveur à personne. Elle s'appelait Laurel Mendes. Esprit aiguisé, voix en acier, yeux chauds. Je lui ai fait confiance. Au cours des 6 prochains mois, nous avons réécrit chaque document. La fiducie révoquée, la maison, transférée à une LLC privée, maintenant contrôlée, les comptes d'épargne divisés en plusieurs avoirs, certains internationaux, certains cachés en clair. L'entreprise familiale se vend discrètement. Tout est fait légalement, tout est fait tranquillement. Aucun d'entre eux n'a remarqué. Puis j'ai créé 3 enveloppes, une pour chacune d'elles, contenant chacune une lettre manuscrite à l'encre bleue,
scellé avec un tampon de cire. Le genre de timbre que Robert utilisait sur les notes de remerciement. Le genre qu'il reconnaîtrait et assumerait était important. Dans les lettres, je leur ai dit la vérité, pas seulement à propos de l'argent sur moi. Que je les avais élevés avec chaque once d'amour que j'avais, pensant que j'étais leur mère dans tous les sens qui comptent. Qu'ils n'étaient jamais à moi par le sang, mais que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Cet amour dans mes yeux a été prouvé par la présence, pas par la paperasse, et que j'avais espéré, désespérément espéré qu'ils allaient grandir en des gens qui savaient comment retourner cet amour sans manipulation. J'ai terminé chaque lettre de la même façon. Tu étais mon choix tous les jours jusqu'au jour où tu as choisi de ne plus me voir comme humaine. Dot. Alors j'ai fixé une date. Noël. Pas parce que c'était dramatique, mais parce que je les voulais tous dans la même pièce. Je voulais qu'ils voient la vérité ensemble. Plus de triangulation. Plus de mensonges derrière mon dos. J'ai pratiqué mon discours. J'ai repassé ma robe. J'ai cuisiné tous les plats comme j'avais pendant des décennies parce que je n'allais jamais arrêter d'être qui j'étais. Mais cette fois, je quittais la table avec la tête haute. Et j'ai attendu. Et le jour est venu. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans ces enveloppes. Je ne savais pas que la maison où il riait n'était plus la leur. Je ne savais pas que les comptes bancaires qu'il devait hériter étaient déjà fermés. Je ne savais pas que j'avais trouvé la paix, pas par vengeance, mais par libération. Ils pensaient qu'ils allaient m'effacer. Mais j'avais déjà réécrit la fin. Ils sont arrivés un par un, comme tous les 2 ans. Dean s'est relevé dans son sous-marin d'argent, à peine regardé la couronne que j'avais faite à la main. Il portait une bouteille de vin, rien d'enroulé, aucune note, juste une étiquette encore mouillée de la glacière du magasin. Rachel entre ensuite, les talons en cliquant comme des marques de ponctuation. Elle a embrassé ma joue et a laissé tomber son sac sur le banc du hall comme si c'était sa maison, pas la mienne. Jason a trébuché en dernier, sentant déjà le whisky et l'eau de Cologne, chuchotant des sucreries à sa nouvelle femme, Lassie ou Kazay. J'avais déjà perdu la trace. J'ai souri et je les ai accueillis comme toujours. Du cidre, de la sauce, des histoires que j'avais entendues 1000 fois. Mais à l'intérieur, j'étais stable, prêt. Le dîner a continué comme un rituel. Ils ont tout dévoré. Commenter sur comment personne cuisine comme maman, utiliser ce mot à nouveau comme il signifiait la propriété. Puis dessert. J'ai nettoyé la table avec soin, puis suis revenu avec les enveloppes en or dans un plateau en bois. C'est quoi? Rachel a demandé, en regardant le seau de cire. Juste quelque chose que je voulais que vous ayez tous, j'ai dit calmement. Un cadeau de Noël. Jason a ouvert son premier. Ses lèvres ont bougé en lisant, mais aucun bruit n'est sorti. Rachel a froncé, puis relu sa lettre. Sa fourchette a glissé de sa main et cliqueté contre l'assiette en porcelaine. Dean n'a pas fini le sien. Il se leva lent, délibéré, et me fixa comme si j'avais rompu un contrat non parlé. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, voix basse. La vérité, répondis-je. Tu t'en vas juste après tout ce que nous avons fait ensemble. Non, Dean, j'ai dit doucement. Tu es parti quand tu as arrêté de me voir comme une personne. Au moment où je suis devenu un titre, pas un être humain. Vous nous punissez parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Rachel a craqué. Voilà de quoi il s'agit. Celui-là a mal, mais je l'ai laissé passer. Jason a maudit quelque chose sous son souffle en appelant un avocat. Ça m'a fait sourire. Vraiment sourire pour la première fois depuis des années. Tu peux appeler qui tu veux. Mais vous ne trouverez plus aucun document avec vos noms. Dean a claqué son verre. Vous n'avez pas à réécrire l'histoire. Mais c'est moi qui l'ai vécu. J'étais celui qui a embrassé leur front par la fièvre, attendu dans les parkings pendant l'entraînement de football, à pleurer à leur mariage. Pas parce que je le devais, parce que j'ai choisi. Et j'avais le droit de choisir quand arrêter. La pièce remplie de silence. Pas le genre embarrassant. La dernière. Jason est parti d'abord. Rachel a suivi, prenant son sac comme il l'avait trahi. Dean s'est tenu une minute de plus, cherchant ma douceur. Il ne l'a pas trouvée. Quand la porte s'est fermée derrière lui, j'étais au centre de mon salon. Même lumière?
Même arbre, mais pour la première fois, pas de poids sur ma poitrine. J'ai pas pleuré. J'ai allumé la radio, je me suis fait une tasse de thé, et je me suis assis près du feu. Ils pensaient me punir en m'éloignant de leur vie. Mais je me libérais. Parfois, la chose la plus gentille que vous pouvez faire pour les gens qui ne vous valorisent pas est de leur laisser manquer vous. Et parfois la chose la plus gentille que vous pouvez faire pour vous-même est d'arrêter de se montrer pour les gens qui n'ouvrent la porte que quand ils ont besoin de quelque chose. Les jours après Noël étaient calmes. C'est peut-être trop calme. Mais pour moi c'était le genre de calme qui vient après une tempête. Le genre qui vous permet d'entendre votre propre souffle à nouveau. Le genre qui sent la paix, pas la solitude. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais pas besoin de tiptoe autour des humeurs, des demandes ou des attentes. Pas d'appels téléphoniques demandant des prêts, pas d'emails sur des fonds de fiducie ou des propriétés, pas de visites soudaines qui se sont transformées en voyages de culpabilité. Juste moi et le silence. Au début, je ne savais pas quoi faire de tout cet espace. Mon calendrier, une fois rempli de rappels pour envoyer des cadeaux d'anniversaire, assister à des jeux scolaires, ou répondre à la dernière idée d'affaires urgentes de Jason, était maintenant vide. Donc, je l'ai rempli de choses qui étaient à moi. J'ai rejoint un cours local de poterie au centre communautaire. Mes mains, autrefois utilisées pour plier la lessive et couper les pommes, ont maintenant façonné de l'argile dans des bols imparfaits qui tenaient d'une certaine façon toute la beauté que je ne me suis jamais donné la permission de créer. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une bibliothèque du centre-ville, aidant les personnes âgées à établir des comptes de courriel pour communiquer avec leurs petits-enfants, dont certains voulaient vraiment en entendre parler. Je suis allée à une lecture de poésie. J'ai dansé à une soirée de balançoire. Je suis restée dans les librairies pendant des heures sans vérifier l'heure. J'ai commencé à vivre. Et j'ai écrit des lettres, des douzaines d'entre elles, à des femmes que j'avais rencontrées au fil des ans, de vieux amis, d'anciens étudiants, même des étrangers à qui j'avais parlé dans des salles d'attente. Je leur ai raconté mon histoire, pas par sympathie, mais pour qu'ils sachent qu'ils n'étaient pas seuls. Que c'est bon d'aimer profondément et de partir quand l'amour n'est pas rendu. Une lettre que j'ai gardée pour moi. Ce n'était pas un au revoir. C'était une déclaration que je ne m'excuserais plus d'avoir choisi la paix plutôt que la prétention. Que je ne mesurerais plus ma valeur par le montant que j'ai donné aux gens qui me considéraient comme une ressource, pas comme une personne. Que dorénavant je ne donnerais qu'à ceux qui ont compris ce que cela signifiait recevoir avec grâce. Et un matin de printemps, près d'un an après ce Noël, j'ai reçu une lettre. C'était de Jason. C'était court, à peine 4 lignes. J'ai relu votre lettre. Je ne l'ai pas compris. Je crois que maintenant. Je suis désolée. Pas d'adresse de retour, pas de plaidoyer d'argent, juste une simple reconnaissance que peut-être, le message avait atterri. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le pardon, j'avais appris, ne signifie pas toujours réconciliation. Parfois, il suffit de poser le poids vers le bas et de continuer sur plus léger. Et j'étais plus léger maintenant. L'histoire que les gens pensaient connaître, l'histoire d'une femme qui a élevé 3 enfants non nés de son sang, n'était pas une trahison à la fin. Il s'agissait de liberté, de réécriture de votre vie quand l'ancienne version ne vous sert plus. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ça. Vous êtes autorisé à quitter les gens qui ne peuvent voir que ce que vous fournissez, pas qui vous êtes. Vous pouvez recommencer, même à 58, surtout à 58. Parce que l'amour ne devrait jamais être une dette. Ça devrait être un cadeau. Et je garde enfin le mien pour ceux qui savent l'ouvrir des 2 mains. Il y a une lettre que je n'ai jamais envoyée. Je l'ai écrite la semaine après l'arrivée de Jason. Je l'ai pliée 3 fois et je l'ai glissée dans une enveloppe, mais jamais scellée. Il était assis sur ma table de nuit pendant des semaines comme un invité attendant une invitation à rester. Elle m'a été adressée. Chère Margot, vous avez fait de votre mieux et c'était plus que suffisant. Vous aimez les enfants qui ne sont pas nés de vous sans demander la preuve qu'ils vous aimeraient de retour. Vous avez donné votre temps, votre énergie, votre jeunesse, même vos rêves à une famille qui n'a jamais été totalement honnête avec vous. Mais même dans cette malhonnêteté, vous avez apporté de la lumière. Tu as élevé 3 personnes de tout ton cœur. Vous les avez portées à travers l'école et la maladie, le cœur brisé, et la guérison.
Tu continuais quand ça aurait été plus facile d'abandonner. Tu as souri à travers les larmes. Tu t'es levé tranquillement quand d'autres ont essayé de te pousser. Et un jour, tu t'es choisi. Tu as arrêté d'attendre d'être vu. Tu as arrêté de rétrécir pour entrer dans une histoire que quelqu'un d'autre a écrite pour toi. Vous avez cessé de prouver votre valeur à des gens qui n'étaient pas prêts à le reconnaître. Tu n'as pas froid. Tu es devenu clair. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la remise en état. Je n'ai jamais envoyé cette lettre parce que je connaissais déjà sa vérité. Mais parfois nous devons écrire ces choses juste pour nous rappeler que survivre n'est pas la même chose que vivre et que partir est parfois le chapitre le plus courageux de notre livre. Donc si vous regardez ça et que vous avez tout donné, si vous avez aimé si fort qu'il a fait écho à travers des murs ingrats, si vous avez été effacé ou ignoré, utilisé ou négligé, je veux que vous m'entendiez quand je dis que vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas trop tard et vous n'êtes pas seul. Parce que parfois, la famille dont nous avions besoin est simplement la leçon qui nous conduit à celle que nous méritons. Donc, ne vivez pas pour prouver un point mais pour écrire un nouveau.